Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Midi 1 dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé qui s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre la tuberculose qui figure parmi les nombreuses épidémies auxquelles il faut mettre fin d'ici à 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Peut-on y parvenir ? Des acteurs et non des moindres pour pousser la réflexion. Docteur Souleymane Sidibé, vous êtes médecin et directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonjour docteur. Bonjour. En tout cas, vraiment, merci pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est toujours avec plaisir de vous accompagner dans cette campagne de sensibilisation et de communication sur la tuberculose. Tout à fait. Alors, donc, les organisations communautaires jouent un grand rôle dans la lutte contre la tuberculose et vous représentez donc sur ce plateau M. Zier Christian. Bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Vous êtes responsable programme tuberculose et directeur du collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et maladies respiratoires. C'est bien ça? Exactement. D'accord, en abrégé COLTMER. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux donc d'avoir accepté de participer à cette émission pour réfléchir à la disponibilité des médicaments pour le traitement des malades antituberculeux. C'est un challenge, c'est un gros défi. Et cela va nous amener donc à revenir sur la dernière édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui a placé en avant ce thème « Investir dans la tuberculose, sauver des vies ». De quel investissement on parle, docteur Souleymane Sidibé? Alors, de façon classique, cette journée a eu lieu le 24 mars dernier à Gonzague-Villa-Port-Boué. Et le thème, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment investir. En termes d'investissement, il faut surtout, c'est des investissements financiers d'abord, investissements financiers des États, des décideurs, du secteur privé, mais également aussi investissement de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte multisectorielle, donc chacun a une part à jouer. Donc c'est un appel qui est lancé à tout le monde. Si nous voulons mettre fin à l'épidémie de tuberculose, donc à l'horizon 2030 selon les ODD et 2035 selon la stratégie NTB, c'est qu'il faut investir davantage dans la lutte contre la tuberculose. On a constaté qu'avec la Covid, il y a eu une baisse des financements, puisque la Covid étant un phénomène nouveau, il y a eu beaucoup plus de financements dirigés donc contre ce nouveau fléau. Et bien entendu, la tuberculose a connu donc une baisse donc, du financement. Donc ce thème est d'actualité, d'appoint, pour dire que nous devons investir davantage dans la lutte contre la tuberculose. Alors nous sommes donc à quelques années de l'échéance. Voilà. Il fallait donc rappeler qu'il est important de réinjecter encore. De réinjecter en tout cas beaucoup de financement. C'est vrai que les résultats ne sont pas aussi parfaits qu'on le souhaite, mais il y a des avancées, certainement nous en parlerons. Mais il faut accroître les financements pour vraiment pousser les nouvelles stratégies qui sont mises en œuvre afin donc d'arriver à l'échéance donc 2030 ou 2035 avec des meilleurs résultats. Tout à fait. Alors au niveau de la communauté, de vous, organisation communautaire, est-ce que vous vous sentez interpellé par ce slogan? Oui, à un plus haut niveau. Mais d'avant, je voudrais vraiment vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser ce matin à nos concitoyens. Et au nom de la présidente du COTME également, je voudrais également vous dire merci. Et avant, permettez également que je présente brièvement le COTME, qui est un collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et des maladies respiratoires, qui a été créé en 2007 et qui œuvre dans le domaine, bien entendu, de la tuberculose et du VIH. Alors vous êtes essentiellement en Côte d'Ivoire, dans combien de pays africains? Non, pour l'instant, nous avons des partenariats avec Stop TB, qui sont des organisations sous-régionales, mais nous n'avons pas encore d'activité véritablement dans la sous-région. Nous nous concentrons pour l'instant uniquement sur la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Et donc, pour revenir à votre question, je dirais que ce thème nous interpelle à un plus haut niveau, comme je l'ai dit tantôt, parce que ça fait appel à notre sens de responsabilité à tous et à un esprit de sacrifice. Parce que la tuberculose étant une maladie très contagieuse, il nous faut l'implication accrue de tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau des prestataires de soins, que ce soit au niveau de l'État et même des sociétés privées, comme l'a dit tout à l'heure Dr Sidibé. Et ce n'est qu'en joignant les efforts des uns et des autres que nous pouvons arriver, bien entendu, comme vous le dites,
à éradiquer la tuberculose d'ici l'horizon 2035. Alors l'investissement à votre niveau, ça va être quoi? L'investissement, à la fois, je dirais, ressources humaines et en même temps matériel. Nous, en tant que communauté, nous n'avons pas certes les moyens pour pouvoir intervenir dans le domaine matériel, mais nous avons avec nous, comment dirais-je, les activités que nous avons, c'est-à-dire que les ressources humaines, c'est-à-dire que les AIC, qui sont le lien entre le système sanitaire formel et la communauté, interviennent pour pouvoir appuyer les efforts nationaux dans le domaine de la recherche des cas manquants, mais aussi pour pouvoir appuyer également l'adhésion au traitement des patients à travers les activités telles que la prévention, telles que l'accompagnement du diagnostic, du traitement lui-même, mais aussi sur le plan de la mobilisation communautaire. Voilà un peu, nous, ce qu'on peut apporter. Mais déjà, il faut dire que nos communautaires font déjà l'effort sur le terrain. Parce que il faut comprendre, et que vous conviendrez avec moi, qu'aujourd'hui, la stratégie actuelle de la santé communautaire demande à ce que l'agence de santé communautaire ASC de base soit payée à 20 000 francs et l'ASC Coche à 30 000 francs. Mais cela était possible lorsque le SMIT était à 30 000, mais aujourd'hui, avec la valorisation du SMIT à 60 000, ce n'est plus possible. Donc on a besoin donc d'investir davantage au pouvoir, niveau des ressources humaines. Et c'est ce que nous faisons voilà, en tant que communautaire. Alors la rareté des financements, est-ce que cela a apporté un coup dur au diagnostic et au traitement? Oui, dans un premier temps, quand on regarde les chiffres, avec l'avènement de la Covid, on a connu en 2020 une baisse de 6% en termes de diagnostic des cas, 6%. Et en même 2020, l'OMS estimait que globalement, les financements internationaux mondiaux, c'était autour de 15 millions de dollars qui étaient attendus. Sur ces 15 millions, 6,5 millions avaient été mobilisés, donc moins de la moitié. Donc déjà, il y avait ce gap, et avec encore l'avènement de la Covid, je pense que l'écart donc de financement aussi s'est renforcé. Mais au-delà du financement, c'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour tout. Il y a l'engagement, par exemple, des hommes des médias que vous êtes. C'est pour ça que nous vous remercions de l'opportunité. L'engagement des hommes des médias, c'est de faciliter la communication et la sensibilisation sur la tuberculose. C'est déjà un fait. Au niveau des personnels de santé aussi également, il y a des nouvelles stratégies. C'est de les appliquer. C'est vraiment de participer activement donc, à la lutte. On était dans une stratégie passive avant, où on attendait que le malade vienne au centre de santé. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Il y a des stratégies actives, dépistage actif. La communauté va aller identifier des cas présumés de tuberculose. On a des camions qui vont se déplacer. Donc, à l'occasion de la journée mondiale, ça a été fait. Il y a des camions radio, des camions laboratoires qui vont se déplacer au sein de la communauté, de telle sorte que ce qu'on appelle les coûts catastrophiques, les coûts de transport, l'accessibilité financière, de telle sorte qu'on puisse jouer sur ça pour qu'on puisse offrir vraiment des soins les plus rapprochés aux malades et aller chercher les cas manquants, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à capter tous les cas manquants, à les traiter correctement, je pense qu'on va mettre fin à l'épidémie. Alors le traitement repose sur les médicaments essentiellement? Essentiellement, sur les médicaments. On va dire classiquement, on dit polychimiothérapie, c'est-à-dire plus de au moins 3, mais 4 médicaments dans le schéma en Côte d'Ivoire, qu'on va prendre 4 antibiotiques qui sont combinés, qu'on va prendre sur 2 mois. Et sur 4 mois, on va réduire à 2 antibiotiques. Donc c'est un schéma, on va dire de courte durée encore, mais qui dure 6 mois. Donc l'idée vraiment, c'est de pousser encore la recherche pour avoir des schémas plus courts, pour avoir des moyens de diagnostic plus poussés, pour qu'on puisse dépister facilement la tuberculose et que raccourcir donc le délai de traitement. Parce que tout à l'heure, je vous parlais du taux de décès. C'est des malades qui vont abandonner leur traitement, malheureusement, parce que 6 jours, ce n'est pas 6 semaines, c'est 6 mois. Et cet abandon est dû à quoi? Au manque, à la non-disponibilité des médicaments? Très souvent, non. En Côte d'Ivoire, on va dire globalement, souvent on a des tensions, mais en Côte d'Ivoire, globalement, les médicaments sont disponibles. Bien entendu, on souhaite encore que les décideurs fassent encore beaucoup plus d'efforts pour encore avoir plus de médicaments. Cet abandon est dû à beaucoup de facteurs. On a la tuberculose, mais on a des maladies aussi parasites qui sont là. Le traitement de la tuberculose est gratuit, mais si vous avez d'autres maladies, c'est des coûts. D'accord. Les coûts catastrophiques, c'est des coûts indirects. Je vais prendre mon traitement pendant 6 mois. Je dois payer le transport
pour aller... Je vais mobiliser une personne qui ne travaille plus aussi. Donc c'est des pertes qui va s'occuper de moi. C'est des pertes. Donc on estime que tout ça, c'est des éléments. Le dernier élément, souvent, quand vous êtes malade de la tuberculose, classiquement, il y a des signes, il y a la toux, mais il y a l'anorexie, l'amaigrissement, il y a un manque d'appétit. Alors dès que le diagnostic est fait, que le traitement est mis en route, le malade il reprend l'appétit. Donc très souvent, ils n'ont pas de moyens pour manger suffisamment. C'est souvent une cause d'abandon du traitement. Donc vous voyez que la prise en charge elle est globale. En même temps qu'on les met sous traitement, il faut une politique de sécurité sociale, il faut une politique d'appui alimentaire. Donc c'est tout ça, pour tout ça qu'on dit qu'il faut augmenter le financement, si vraiment on veut avoir un impact sur la lutte. D'accord. Alors, de tous ces défis, vous au niveau communautaire, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Ce qui nous tient à cœur, c'est que, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a des patients qui sont en insécurité alimentaire, qu'il faut les accompagner, parce que le traitement lui-même, il est long et il nécessite beaucoup de moyens sur le plan alimentaire. Ensuite, il y a le transport. Certains patients n'ont pas suffisamment de moyens pour rallier les centres de santé. Il faut les accompagner. Il y a également les frais de santé d'urgence. Comme il a dit, il y a des patients qui ont il y a des cas de comorbidité, par exemple. Il faut les accompagner pour pouvoir rendre efficace le diagnostic des autres infections qui accompagnent la maladie, pour que le traitement soit le plus efficace. Donc ça, c'est une nécessité pour nous, et nous l'avons dit à la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qu'il faut accompagner le patient. Il faut l'accompagner, mais mieux encore, les patients ont exigé que le diagnostic aujourd'hui n'est pas tout. Il faut aller vers un diagnostic plus accru, c'est-à-dire plus perfectionné. Voilà, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la microscopie qui n'arrive pas à pouvoir détecter tout. Qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce que vous demandez? Bon, nous, on fait irruption un peu sur le terrain clinique, en demandant que le diagnostic soit fait uniquement par les jeunes experts, ce qui est un diagnostic beaucoup plus poussé, pour ne pas que des cas ne soient pas détectés et meurent dans l'ignorance totale. Voilà. Donc là encore, comme l'a dit Dr Sidibé, il y a nécessité des moyens, et c'est en cela que nous faisons toujours le plaidoyer pour que les engagements que les États ont pris aux réunions de haut niveau à Abuja et à New York soient respectés. Soient respectés, d'accord. Docteur, je voudrais poser une question. On ne parle pas de vaccin jusque-là, dans cette dynamique donc, de l'atteinte de l'élimination de la tuberculose en 2030, 2035, comme vous l'avez dit. On ne parle pas de vaccin. Bon, effectivement. Et pourtant, on a vu des gens être vaccinés et faire la tuberculose. Effectivement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Effectivement, en fait, le seul vaccin qui est le BCG, qui est fait, c'est le premier vaccin qu'on fait à l'enfant à la naissance, date de 1921. Et c'est un vaccin qui ne vous empêche pas, quand on regarde le mode de contamination de la tuberculose, qui ne vous empêche pas de faire la tuberculose, mais ça évite chez l'enfant de faire des formes graves, comme la miliaire, la méningite tuberculeuse. Mais dans sa vie d'adolescence... Donc le BCG, c'est essentiellement chez l'enfant. Contre les formes graves. C'est pour tout le monde, puisque nous tous, on est enfants d'abord. Donc on va nous vacciner avec ce BCG, c'est le premier vaccin qu'on fait au bras. Mais le vaccin protège quand on est enfant? On va dire contre les formes graves. D'accord. Contre les formes graves, voilà. Le vaccin même ne protège pas forcément l'enfant contre la tuberculose. Parce que l'idée, on est vacciné, mais on connaît le mode de transmission. C'est un mode de transmission par voie aérienne. À l'occasion d'un effort de toux, d'éternuement, à l'occasion du parler, on va projeter des gouttelettes qui contiennent le microbe. Alors, si cet enfant est exposé à une source de contamination, même s'il a été vacciné avec tous les rappels, voilà, il peut faire une tuberculose, mais peut-être qu'il ne fera pas une forme grave. Oui, il ne fera pas une forme grave. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est à ce seul vaccin. La tuberculose n'a pas une maladie immunisante pour dire que quand vous l'avez fait une fois, vous ne le faites plus. Si vous êtes exposé, vous avez vu, comparaison n'est pas raison, c'est comme la Covid. On peut faire autant d'épisodes de Covid parce que c'est dans l'air. Voilà, quand on est exposé à une source de contamination, en fonction de notre immunité, aussi notre défense, on va développer ou pas la maladie. Donc en matière de tuberculose, on ne peut pas parler de prévention. Hein. Si, la prévention, il y a beaucoup de moyens. La prévention, ce n'est pas seulement que les vaccins. La première méthode de prévention, c'est de se couvrir le nez et la bouche quand on tousse,
pour ne pas, voilà, c'est vraiment une mesure de prévention. C'est se laver les mains quand on a toussé. On peut tousser sur l'avant-bras. C'est vraiment les règles de base d'hygiène. Voilà. Si déjà tout le monde se couvrait le nez et la bouche en toussant ou en éternuant, je pense que c'est vraiment une méthode vraiment de prévention d'abord. Parce que ce n'est pas que la tuberculose, même la grippe. Si vous êtes grippé, que vous toussez en plein air, que vous éternuez en plein air, vous êtes capable de contaminer en tout cas votre entourage, en fonction aussi des conditions environnementales. Parce que la tuberculose aussi va sévir dans les milieux confinés, mal aérés. Et voilà, si vous êtes en face d'un malade, vous allez faire plus facilement donc la maladie. Donc ça, c'est une prévention. D'abord, voilà, une prévention. Maintenant, la meilleure prévention, on va dire, c'est de dépister tous les malades et puis les traiter correctement. Si on n'a plus de sources de contamination dans la communauté, on n'a plus de risques. Bien sûr. Voilà, donc il y a ça. Mais je termine par dire que M. Zier le disait tout à l'heure, il faut pousser la recherche, il faut innover pour avoir des nouveaux outils diagnostiques. Il a parlé du GeneXpert qui vient compléter la microscopie. Le GeneXpert a cette capacité de dépister facilement la tuberculose. Et mieux, de dire que c'est une forme qui est sensible ou c'est une forme qui est résistante. Comment ça se fait, cette GeneXpert? Ce GeneXpert-là, c'est comme un petit ordinateur. C'est les mêmes échantillons, c'est les crachats qu'on va mettre avec des cassettes. Il y a des 4 modules, il y a des 16 modules, il y a des 32 modules. Donc on va mettre dans la machine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est un diagnostic qui est moléculaire. Parce que dès qu'il y a un brin d'ADN du bacille de corps, il va capter. Par contre, la microscopie, on parle de diagnostic morphotinctorial. C'est la morphologie, on va dire, des bâtonnets rouges. Ça peut être, mais comme on est en zone d'endémie tuberculeuse, dans 95% des cas, c'est la tuberculose. Donc mais dans 5%, ça peut être. C'est une technique révolutionnaire qui peut permettre de dépister. Exactement. Même dans les petits campements. Effectivement. Et le délai est court, c'est 2 heures. Au bout de 2 heures, vous avez le résultat. Et ce que je voulais dire pour terminer, la microscopie, ils font un seuil de microbes. Si on n'atteint pas ce seuil-là, on ne peut pas voir le microbe au microscope. Mais le GeneXpert, lui, il est vraiment révolutionnaire. Dès qu'il y a un brin d'ADN du microbe, il va capter, il va vous dire que c'est une tuberculose. Mais bien entendu, c'est une machine. Un GeneXpert aussi négatif ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de tuberculose. Il y a des limites à cela. Alors, je voudrais qu'on parle... Qui se fait dépister? C'est monsieur tout le monde? Je peux me lever de mon propre chef, aller me faire dépister? Comment ça se fait? Normalement pas. Peut-être qu'on n'a pas la tuberculose, comme on dit, une maladie infectieuse à contamination aérienne transmise d'un sujet malade à un sujet sain, à l'occasion d'un effort de toux, d'éternuement et de parler. Alors, les symptômes classiques, la tuberculose va se localiser principalement dans les poumons, secondairement en dehors du poumon. Donc, dans 90% des cas, c'est le poumon qui est touché. Alors, le signe d'appel, c'est la toux. Classiquement, on dit une toux de plus de 2 semaines doit faire penser à la tuberculose. On ne dit pas forcément que c'est une tuberculose. À cette toux-là, peuvent s'associer donc les signes qu'on appelle dans le jargon les signes d'imprégnation tuberculeuse. C'est la fièvre le soir, c'est les sueurs nocturnes, c'est l'amaigrissement, c'est une grosse fatigue, une asthénie, et c'est une anorexie, c'est un malade qui ne mange pas, donc il est fatigué, il va s'amaigrir. Alors devant ces signes, il faut consulter. Mais de plus en plus, déjà devant une toux, il faut avoir à l'esprit que toute fièvre, il faut penser à la tuberculose. Il faut forcément présenter ces signes pour aller se faire diagnostiquer. Voilà, mais bien entendu, à l'occasion d'un examen systématique, d'embauche par exemple, on peut faire des radiographies, on peut voir aussi des éléments qui permettent aussi de diagnostiquer. Mais dans ces cas, c'est très souvent des tuberculoses qui ne sont pas contagieuses. Mais avec la toux, il faut consulter parce qu'en général, quand on tousse, on projette, quand on éternue, on projette, c'est vraiment les formes les plus contagieuses. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle les cas présumés. C'est eux qui peuvent aller se faire diagnostiquer. Vous et moi, ce matin, on ne tousse pas, on n'a pas de fièvre. Donc, on n'a pas intérêt à aller, on va dire, gaspiller les réactifs. Parce qu'on attend qu'on ait des cas, des bons malades, des bons présumés qui en ont besoin, voilà, effectivement. Donc, il y a des signes d'appel. D'accord. Alors, la sensibilisation, justement, des populations à ces signes que vient de décrire Dr Sidibé. Oui, justement, ce sont des signes que nous prenons en compte dans nos activités de sensibilisation. Lorsque les signes d'impréhension de la type B et de la tuberculose existent, on réfère le patient. La stratégie qui a été mise en place lorsque les agents de santé communautaire arrivent dans la communauté pour la sensibilisation, ils sensibilisent, ils remettent des petites cartes vertes à chaque patient qui se présente comme un cas présumé
pour se rendre à un centre de santé pour le dépistage. Le message passe? Bon, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger, mais je pense que... Est-ce que les résultats, avec le taux de succès thérapeutique que nous avons et avec le taux de diagnostic au niveau des cas notifiés que nous avons, nous pouvons dire que le message passe. D'accord. Voilà. Revenons donc à notre... Je voulais juste compléter. Oui, effectivement, le message passe. Il y a une très bonne collaboration avec la communauté. La preuve, on a dit le succès thérapeutique, on guérit plus de malades. Mais mieux passer la phase de la Covid avec les différents plans de riposte et puis avec la participation communautaire, nous sommes passés à pratiquement 6% d'augmentation par rapport donc à 2020. Donc en 2021, on a eu plus de cas. Exactement, on a eu 21 085 cas contre 19 000 en 2020. Et tout ça, c'est les efforts, bien entendu, des médicaux, des agents de santé, mais également aussi de la communauté, comme il le disait, avec tout ce qui est sensibilisation dans la communauté. Tout à fait. Alors on va revenir donc au sujet qui nous intéresse sur ce plateau, défi donc de la disponibilité des médicaments dans ce challenge de l'atteinte donc de l'objectif ODD qui est donc d'éliminer la tuberculose parmi tant d'épidémies visées donc. Quelle est, je vais dire, la place donc de la disponibilité des médicaments dans ce challenge? Alors de façon classique, on dit que sans médicaments, il n'y a pas de programme. Parce que tout ce que nous faisons, que ce soit les communautaires, rentrer dans la communauté, sortir les cas présumés, qui viennent à l'hôpital, qui sont diagnostiqués, s'il n'y a pas de médicaments, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Le but global d'un programme, de façon générale, c'est vraiment que le malade puisse avoir les médicaments ou bien avoir accès aux services de santé. Voilà. Donc sans médicaments, on va dire qu'il n'y a pas de lutte. Alors de façon pratique, dans la tuberculose, en Côte d'Ivoire, dans les stratégies même, la première stratégie, le premier pilier même, depuis les stratégies, la dose, la halte à la tuberculose, aujourd'hui nous sommes à la NTB, mettre fin à la tuberculose. Le premier pilier, c'est l'engagement des pouvoirs publics à un financement accru et durable. Pourquoi? Pour acheter des médicaments. Pourquoi? Pour mettre en place des moyens diagnostiques. Pourquoi? Pour accompagner les malades. Donc, la question du médicament est cruciale. Est cruciale. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que de temps en temps, on a connu des tensions, mais avec l'appui des communautaires, avec tout le plaidoyer qui est fait autour, il y a des efforts qui sont faits. Mais bien entendu, comme je le dis, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup plus de moyens. Et il ne faut pas oublier aussi que la Covid, les médicaments sont fabriqués, la plupart des intrants viennent de l'Inde. L'Inde a été assez frappée par la Covid. Donc de telle sorte aussi que parfois, même quand vous aviez l'argent, ce n'était pas évident d'avoir les médicaments. Mais je pense que tout est en train de se mettre en place depuis la fabrication, parce que vous pouvez avoir les ressources, mais tout le trajet, voilà, avec la Covid aussi, les frais maritimes, du transport des médicaments avaient pratiquement doublé ou triplé. Donc tout ça aussi, ça a été vraiment des petits désagréments. Mais maintenant, avec, on va dire, la petite maîtrise qu'on a, en tout cas de la Covid actuellement, les choses commencent à se remettre en place. Mais il faut travailler donc à renforcer ces systèmes d'approvisionnement, mais également aussi à accroître les financements pour que les médicaments soient disponibles. Parce que le but final, c'est vraiment de voir le malade bien se porter. Voilà. Et c'est un gros soulagement pour vous les communautaires, vous qui faites les visites à domicile, vous qui suivez les malades. Si les médicaments sont disponibles, c'est un gros soulagement. C'est un soulagement pour nous. C'est un soulagement pour nous. Et en ce sens-là, nous avons mis en place un système d'alerte qui passe bien entendu par la plateforme des réseaux effectifs, des ONG de lutte contre la tuberculose, le PALU et le VIH. Donc, une fois qu'il y a une rupture des médicaments ou d'intrants, l'information est automatiquement remontée au niveau du COPMER. Mais nous traitons cette information auprès du PNLT, qui est la tutelle. Nous allons aux informations. Si nous constatons que cette information ou bien ce qui doit être fait va au-delà de leur sphère de compétences, ils nous indiquent où nous allons véritablement mener le plaidoyer. Et c'est ce qui a été fait en 2021, lorsqu'il y a eu la rupture des médicaments. On allait voir le ministre de la Santé pour nous indiquer, pour nous expliquer. Bon, il a expliqué, on a compris, mais les jours qui ont suivi, automatiquement, il y a eu l'approvisionnement en médicaments. Donc nous pensons que s'il y a des médicaments, on est tous soulagés. Parce que, comme docteur Sylvie l'a dit, le médicament, le traitement est
le premier moyen de prévention. Tout à fait. Et c'est ce qui permet de rompre la chaîne de contamination. S'il n'y a plus de foyers de contamination, on ne parlera plus de tuberculose. Donc les médicaments sont vraiment essentiels. Essentiel. En tout cas, dernière question, docteur Sidibé. Est-ce qu'il y a une collaboration entre programmes de lutte? Vous collaborez avec le programme de lutte du Mali, du Burkina par exemple, pour, disons, une synergie d'action, de sorte à ce que toutes ces stratégies, la disponibilité des médicaments, qu'il y ait un partage d'expérience par exemple. Effectivement, il y a un réseau qu'on appelle le One TB, c'est le réseau ouest-africain de lutte contre la tuberculose qui regroupe en tout cas la majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce réseau se réunit donc régulièrement, de façon trimestrielle ou semestrielle. Et l'intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des malades qui, pendant les 6 mois, ils vont commencer le traitement en Côte d'Ivoire pour le terminer par exemple en Guinée. Alors ce malade-là, il ne vous avertit pas en partant. Donc si on n'a pas un système de traçabilité entre nos programmes, en tout cas ça nous permet de collaborer, vraiment de collaborer pour que ce malade-là, qui commence, le schéma thérapeutique est le même pratiquement partout, qui commence son traitement en Côte d'Ivoire, qui puisse le terminer en Guinée, au Mali, au Bénin, dans de meilleures conditions. Donc ce réseau est en place depuis un peu plus de 5 ans et vraiment ça nous a permis de résoudre cette migration transfrontalière des malades qui commencent le traitement dans un pays et qui vont le finir donc ailleurs. Donc c'est un réseau que nous continuons donc de renforcer, mais qui existe et qui nous aide beaucoup donc pour solutionner en tout cas ces différents problèmes qui s'opposent donc à nous. Vivement que les médicaments soient disponibles pour le bien-être des malades souffrant donc de la tuberculose. En tout cas, merci à vous, docteur Souleymane Sidibé. Je rappelle que vous êtes médecin et directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Merci. Encore merci à vous, monsieur Zier Christian. Je rappelle que vous êtes responsable programme tuberculose et directeur du collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Il y a beaucoup d'organisations. Vous êtes combien? Nous sommes 44. 44, d'accord. Merci en tout cas à l'équipe de réalisation et bien sûr à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.